2, 1. Come on! Ça, c'est du jingle. La prochaine fois, on fait une choré sur TikTok. Bien, merci beaucoup à tous d'être là pour notre conférence sur le marché des cosmétiques bio. Donc, on va se présenter. Nicolas Bertrand, secrétaire de l'association Cosme Bio. Directeur, pardon, excuse-moi, directeur. Excuse-moi. Ça change rien, ça change rien. Et donc, Damien Sino, je suis le président de Cosme Bio. Donc merci à tous. On va avoir à peu près 20-30 minutes de conférence. Et après, bien sûr, toutes les questions que vous avez à poser sont les bienvenues sur tout ce qui traite de la cosmétique, de la conférence en particulier. Et après, si vous avez même des questions plus générales, on est là pour y répondre. Voilà. Le marché de la cosmétique bio aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que le label Cosme Bio. Donc Cosme Bio, c'est le pionnier de la cosmétique bio en France et aujourd'hui au niveau international. C'est le label qui est le plus reconnu par le consommateur, avec un taux de reconnaissance de 87%. L'idée du label, c'est vraiment que sans avoir à utiliser d'appli, sans avoir à regarder une formule, dès qu'on a le label sur un produit, on a la garantie d'avoir un cosmétique naturel, bio, certifié. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour le consommateur. Les garanties du label, c'est 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle. Dans ces ingrédients d'origine naturelle, c'est pas 51% comme dans la norme ISO, c'est vraiment la quasi-totalité à 99 et quelques pourcents doit être d'origine naturelle. Et dans les 5% qu'il reste, il y a une liste d'ingrédients positive. Ça veut dire que nous autorisons un certain nombre d'ingrédients et synthétiques et tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Ce qui veut dire que par nature, on élimine la totalité des ingrédients polémiques. Et à partir du moment où on se pose la question au niveau du référentiel, si on accepte ou pas un nouvel ingrédient, il y a une étude de la commission technique de Cosme Bio, puis derrière du référentiel Cosmos pour voir si un nouvel ingrédient va être accepté. C'est aussi un engagement éthique. Donc les 6 engagements du manifeste Cosme Bio, c'est préserver la biodiversité, le vivant, privilégier les relations durables sur les différents niveaux de la chaîne, communiquer en transparence, et on envoie tous les ans un baromètre éthique à la totalité de nos adhérents pour voir quels sont les efforts qui sont faits au niveau du RSE et au niveau de l'éthique. Alors attends, si ça marche pas. Aujourd'hui, le label Cosme Bio en cosmétique, c'est le label préféré des acheteurs. Donc là, on est en 3e position par rapport à un label qui est très connu, qui est le label rouge. Le 2e, c'est l'écolabel sur tout ce qui est produit de détergence le plus souvent. Et le label bio, c'est vraiment le premier label. Et ce qu'on disait, c'est qu'on a 97% de taux de notoriété, ce qui fait que ce label est vraiment un gage de qualité pour le consommateur. Et bien entendu, on ne trouve pas le label rouge sur les produits cosmétiques. Bien entendu. Le logo Cosme Bio, on avait fait une étude l'année dernière pour savoir quel était l'impact d'un logo sur un emballage. Et est-ce que entre un produit qui n'avait pas de label et un produit qui avait le label Cosme Bio, quelle était l'intention d'achat supplémentaire ou pas, on remarque que sans logo de certification, on a un désintérêt du produit. Dès qu'on a un logo de certification comme le nôtre, on a un intérêt plus important, à plus 20 points. Donc c'est ce qui caractérise quand même l'intérêt des produits. Alors bien sûr, sur les consommateurs qui sont bio ou naturels addicts, mais aussi sur le consommateur en général, parce que cette étude a été faite à la fois sur les consommateurs habitués aux cosmétiques naturels, mais aussi sur des gens qui ne sont pas consommateurs. Et ça, c'est important parce que c'est aussi ça qui va nous faire grossir le marché de la cosmétique naturelle et bio. Derrière le label aujourd'hui, c'est l'association donc créée en 2002.
On est première association mondiale de cosmétiques bio. Nous avons 530 membres actifs dans l'association, donc la quasi-totalité des entreprises de cosmétiques bio sont adhérentes. Plus de 800 marques labellisées, ce qui fait plus de 16 000 produits labellisés Cosmé Bio aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Les chiffres du marché, donc je vais passer la parole à Nicolas pour continuer. Merci. Merci. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une vision globale des chiffres du marché de la cosmétique bio, essentiellement en France. Donc le marché, il a connu une forte croissance, notamment qui s'est accélérée à partir de 2016, des années d'euphorie, ce qui fait qu'en fait, en 10 ans, le marché a quasiment été multiplié par 3. Donc aujourd'hui, il est estimé aux alentours du milliard d'euros. Voilà, sur un marché de la cosmétique globale qui représente 12 milliards d'euros. Donc ça représente environ 7% de part de marché. Donc comme vous le voyez sur cette courbe, sur ce graphique, on est plutôt aujourd'hui, depuis 2021, sur une stagnation, un marché qui est plutôt flat. On pourra justement discuter des raisons de ce tassement du marché. Alors, c'est un marché en effet qui est un petit peu flat, mais c'est un marché qui paradoxalement continue à recruter des consommateurs. Voilà, on a posé la même question à un panel représentatif de la population française en 2016 et en 2023, et on leur a demandé depuis quand est-ce qu'ils avaient acheté leur premier cosmétique bio. Et on se rend compte qu'en 2023, il y a 3/4 des consos qui déclarent avoir acheté leur premier cosmétique bio il y a moins de 5 ans. Donc on est vraiment sur un marché qui continue à recruter. Donc après, on peut s'interroger sur justement pourquoi, malgré ce recrutement de nouveaux consommateurs, on a quand même une légère baisse du marché. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux différents réseaux de distribution, là, vous avez les niveaux de chiffre d'affaires sur les 3 principaux réseaux de distribution. La grande distribution, la GMS, le réseau bio, donc là c'est Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, et les pharmacies. Donc les courbes, elles parlent d'elles-mêmes. La GMS, à partir de 2019, a référencé beaucoup de produits, a élargi ses gammes. Ça a entraîné une croissance un peu mécanique du marché. Et puis il y avait aussi une demande des consommateurs. Depuis 2022, on est quand même sur une optimisation des gammes, ce qui entraîne un certain déréférencement. Et forcément, quand vous réduisez l'assortiment de moitié, mécaniquement, le chiffre d'affaires réalisé, il a tendance à être divisé par 2. Voilà, on voit que la GMS a dépassé le réseau bio en termes de niveau de chiffre d'affaires à partir de 2020. Et le réseau bio connaît une baisse régulière qui, entre 2019 et 2023, représente quand même quasiment 40%. Donc c'est important. Alors, comment l'expliquer ? Il y a quand même eu une crise à cette époque-là des réseaux bio. Les derniers chiffres sont plutôt encourageants. Donc, baisse de la fréquentation, baisse du panier moyen. Et puis aussi, je pense, alors je vois qu'il y a des distributeurs, je ne sais pas s'ils peuvent le confirmer, mais une concentration des efforts de la distribution bio sur l'alimentaire. C'était la période du Covid. Il y avait des demandes sur des produits de base. Il y avait des ruptures dans les supermarchés. Et je pense que les réseaux bio sont concentrés sur la food. Et puis un réseau qui progresse régulièrement, c'est le réseau des pharmacies. Là aussi, ce qui fonctionne bien en pharmacie, c'est le conseil, c'est la réassurance amenée par la blouse blanche du pharmacien. Et on sait que, notamment aussi pour des produits techniques, des produits bébés, du solaire, ce sont des produits qui sont particulièrement, pour lesquels la pharmacie est privilégiée par le consommateur. Alors, quels sont les produits justement qui sont vendus dans les différents réseaux ? Donc sur le réseau bio, on est plutôt sur des produits corps, cheveux, donc plutôt de l'hygiène et un peu moins de produits techniques, visage, anti-rides, etc. Pareil pour la GMS. La GMS vend plutôt des produits moyens, bas de gamme et un petit peu banalisés. Alors qu'en parapharmacie et en pharmacie, il y a une prédominance relative
du soin visage et aussi du bébé, très, très fort en pharmacie, et du solaire. Donc voilà, plutôt des produits techniques pour lesquels le consommateur attend une réassurance forte. Et sur la slide Je t'en présente, sur les pharmacies par exemple aujourd'hui, la part de marché du bio sur le segment bébé est à plus de 18%. C'est-à-dire que les marques bio représentent 18% du marché global du bébé, ce qui est un score qui est très très important. Parce que le marché, le reste de la part de marché, c'est aux alentours des entre 2 et 7%, avec des marchés qui sont peu représentés, comme le maquillage par exemple est très représenté en bio. Mais sur le segment bébé général, la part de marché bio est vraiment importante. Pourquoi ? C'est parce que ça fait partie de la réassurance de la jeune mère. Et je pense que quand on voit par exemple les chiffres du marché bébé en réseau bio, souvent on a des jeunes mamans, elles ont leur premier enfant, c'est le moment où elles vont changer d'habitude de consommation. Elles vont se dire je vais aussi pour mes premières petites purées aller acheter des fruits et légumes bio pour le faire parce que je veux changer de mode de vie. Et à mon avis, le réseau bio n'a pas pris la totale dimension de ça par rapport par exemple aux gammes bébés. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus en détail aux différents réseaux, voilà, ici vous avez la croissance moyenne annuelle de la cosmétique bio par année dans les supermarchés. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est depuis 2021 2022 et 2023, on est plutôt sur une tendance baissière, après des années quand même euphoriques avec des croissances annuelles supérieures à 50%. Aujourd'hui, l'hygiène beauté bio en grande distribution, ça représente 3,8% de part de marché contre 4,3% pour l'alimentaire bio. Et là, comme je vous le disais, on est sur une optimisation des gammes qui entraîne mécaniquement une baisse du chiffre d'affaires qui est quand même relativement significative, à moins 10%. Voilà, ici vous avez l'évolution de la croissance trimestrielle avec l'hygiène beauté bio, c'est la courbe rose. Et l'alimentaire bio, c'est la courbe bleue. Donc on voit que, alors qu'on surperformait par rapport à l'alimentaire en cosmétique bio, aujourd'hui on est plutôt nettement en dessous. Donc il y a toujours un décalage aussi d'évolution du marché entre l'alimentaire bio et la cosmétique bio. Du coup, les bonnes perspectives actuelles de l'alimentaire bio laissent présager un avenir plus positif pour la cosmétique bio. Là, on est en grande surface alimentaire. Hein. Voilà, maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux magasins spécialisés, on est sur un marché qui représente environ 160 millions d'euros. Voilà, et pour vous donner en fait quand même l'ampleur de la baisse, on était aux alentours de 260 millions d'euros en 2019, donc une baisse très significative. En magasin spécialisé, on vend d'abord de l'hygiène, ensuite du soin visage et du shampoing. Donc il y a aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, une partie des magasins spécialisés passe peut-être à côté justement du segment bébé qui est préempté par la pharmacie, aussi parce que certains leaders de ce marché se sont mis au bio. Voilà, donc ici vous avez les différents chiffres, je vais peut-être passer rapidement. Donc on voit que globalement tous les segments souffrent, et certains un peu plus que d'autres, notamment le segment bébé, peut-être parce que il y a une concurrence d'autres réseaux de distribution, que ce soit la pharmacie ou la grande distribution, et le segment aussi solaire, qui subit à la fois les affres d'une météo un petit peu particulière, et aussi à la fois la concurrence de produits chimiques qui utilisent des filtres solaires chimiques et qui ont des allégations clean et qui cannibalisent un petit peu le marché du bio. Alors maintenant, lorsqu'on s'intéresse à la pharmacie, ici vous avez les ventes en volume en pharmacie. Donc on est sur une évolution quand même encore nettement positive par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde par rapport à il y a 2 ans, on est quand même sur une croissance des volumes de plus 25%. Alors on voit qu'il y a des segments en effet qui fonctionnent mieux que d'autres en pharmacie, notamment le soin bébé.
mais aussi les soins visage et plus particulièrement les produits, je le disais, les produits techniques et notamment l'antiride. Donc en termes de chiffre d'affaires, ça représente 114 millions d'euros. Là aussi, l'évolution, elle est positive, mais par contre, si on compare à l'évolution de la dermocosmétique conventionnelle, en fait, la croissance des volumes est supérieure, la croissance des volumes de cosmétiques bio est supérieure à la croissance des volumes en conventionnel. Par contre, la croissance du chiffre d'affaires est légèrement inférieure, ce qui veut dire qu'en fait, les cosmétiques bio ont moins répercuté l'inflation que la cosmétique conventionnelle. Donc c'est plutôt, je pense qu'il faut le noter comme quelque chose de positif, voilà, pour le consommateur. Et c'est vrai que voilà, on voit qu'il y a des produits qui sont plus ou moins valorisés, puisqu'en volume, les soins du visage sont nettement en dessous de l'hygiène et soins, et en chiffre d'affaires, ça représente quasiment, c'est quasiment équivalent aux soins, parce que ce sont des produits justement dont le prix unitaire est supérieur. Ça, c'est sur la pharmacie, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer, c'est la croissance en volume. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux de pharmacies qui vous disent le bio aujourd'hui, c'est fini, ça se casse la figure, etc. Alors le bio en valeur croît moins vite, comme l'a dit Nicolas, mais tout simplement parce qu'on a eu un effet inflationniste qui a été beaucoup moins fort. Hein, si on regarde, c'est plus 3 en valeur, plus 4, enfin plus 3 en volume, plus 4 en valeur. Si on regarde les conventionnels, je crois que tu l'as juste après, on est à plus 2,2 sur les conventionnels en volume. Donc la bio, on est à 3,46 et en valeur, la conventionnelle, on est à plus 2. Et si on regarde en valeur, on est à plus 4 pour la bio et plus 8 pour le conventionnel. Donc aujourd'hui, sur ce circuit de distribution, des grandes marques conventionnelles ont eu des augmentations tarifaires particulièrement significatives, ce qu'on n'a pas eu dans le bio. Hein, et aujourd'hui, si on regarde l'augmentation du volume, c'est-à-dire le nombre de boîtes que va acheter un consommateur, on s'aperçoit que le bio continue à croître plus vite que le conventionnel. Tout à fait, c'est le message. Et donc, comme le disait Damien, lorsqu'on s'intéresse à la pénétration du bio, à la part de marché du bio par catégorie, c'est vraiment le soin bébé où on est le plus fort, avec 14% de la catégorie. Et puis aussi soins visage 5,7 et hygiène et corps. Voilà, le solaire bio ne représente que 2% du chiffre d'affaires de la catégorie. Alors maintenant, comment on fait pour dynamiser et relancer le marché ? Alors ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était là effectivement la décroissance en réseau spécialisé. Ce qu'on pouvait voir aussi sur les courbes, c'est vrai qu'il y a eu une concurrence accrue entre le réseau spécialisé, la GMS et la pharmacie. Il y a déjà une chose, c'est qu'attend un consommateur quand il va en magasin bio. Donc quand un consommateur va en magasin bio, déjà il sait qu'il va trouver des produits bio. Donc déjà, pour moi, à mon avis, il n'y a pas besoin de le réassurer par rapport à ça. Là où il faut réassurer le consommateur qui va en magasin bio, c'est que le consommateur qui vient faire ses courses alimentaires, on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'il va acheter peut-être en pharmacie ou en GMS ses produits cosmétiques. Pourquoi il va en pharmacie acheter des produits cosmétiques ? Tout simplement pour des problèmes d'hypoallergénicité, de sécurité cutanée. Donc s'il y a un discours à faire passer aussi aujourd'hui au niveau de la distribution, c'est de se positionner sur ce savoir-faire dermatologique quasiment des produits cosmétiques qui sont présents en magasin bio pour répondre à l'attente de ces consommateurs. Ça ne sert pas à grand-chose de revendre encore une fois qu'on est bio, qu'on est clean pour la planète. Si on est en magasin bio, c'est qu'on l'est. Donc là, on n'a pas besoin de réassurer encore sur ce discours-là. Par contre, il faut aller sur les discours pharma pour aller justement réassurer les clients, pour dire voilà, vous achetez un produit bio, c'est un produit qui va être bon pour votre peau, vous n'aurez pas d'allergie, vous n'aurez pas de sensibilité, etc. Et le fait de ne pas avoir d'ingrédients aussi chimiques et polémiques augmentera la tolérance cutanée de vos produits. Après, il faut aussi, on a un travail pour sensibiliser les consommateurs et par rapport aux ingrédients controversés et par rapport au greenwashing. Parce que c'est vrai, comme le disait Nicolas, il y a aujourd'hui des marques qui sont dans les différents circuits de distribution, qui ont un joli tube vert. On croit que c'est naturel et on croit que c'est bio, et en vérité, vous lisez la formule, c'est une véritable catastrophe.
Donc, on a lancé une campagne actuellement, là on a commencé il y a 2 semaines, pour encore sensibiliser les consommateurs sur les ingrédients controversés. Donc, un des ingrédients qu'on a choisi cette année, c'est le DTA, un coup de boost pour vos cosmétiques, un vrai coup bas pour l'environnement aquatique, donc sur des valeurs environnementales. Au niveau des PEG, on a une campagne où on dit des PEG dans vos cosmétiques pour une texture formidable, mais un bilan écologique formidable. Voilà, vous noterez le clin d'œil aux personnes bien connues. Sur la dénonciation de greenwashing, où on se positionne aujourd'hui chez Cosme Bio pour dénoncer le greenwashing. Donc le produit est au concombre bio, mais il n'est pas bio. Pour ne pas citer de marque qui commence par un R et qui finit par un E. C'est des marques aujourd'hui, vous allez voir en point de vente, il y a des consommateurs qui vont vous dire « Ah mais c'est une marque qui est bio ». Non, non, c'est pas bio, c'est une marque où il y a un ingrédient bio à 0,3% et vous regardez la formule, vous avez des ingrédients controversés à l'intérieur. Et un tube vert, donc moi j'avais déjà vu dans différents pays, mais même on le voit en France, des produits, des soi-disant gels d'aloe vera naturels, et vous vous rendez compte que c'est un produit avec de l'aloe vera, il y a du phénoxyéthanol, il y a un joli tube vert, il y a une jolie feuille, tout le monde croit que c'est naturel, il n'y a pas de certification, et en vérité le produit, c'est beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Donc il faut vraiment soit regarder toutes les formules pour être sûr d'acheter le bon produit, mais après, l'objectif, avec un label justement comme le label Cosme Bio, on a la garantie immédiate d'avoir un cosmétique, un vrai cosmétique naturel et bio. Voilà, donc là l'objectif c'est de Cosme Bio à travers cette campagne, c'est de retrouver notre rôle de lanceur d'alerte et de sensibiliser, de lutter aussi contre la confusion qui règne parfois dans l'esprit du consommateur entre naturel, certifié, inspiré du naturel, etc. Alors on a quand même une réglementation qui est en train d'être mise en place au niveau européen, c'est la directive Green Claim qui va encadrer justement les allégations autour du naturel et imposer aux entreprises qui font des allégations environnementales et plus particulièrement des allégations naturelles, on va leur imposer d'être certifiés. Donc on est assez optimiste quant à cette réglementation et l'objectif bien entendu c'est que ça permette d'assainir le marché et d'orienter un maximum d'entreprises cosmétiques vers la certification. Voilà, autre enjeu, tu veux parler dans les magasins. Voilà, je pense que les marques de cosmétiques bio, ont travaillé leurs formules, ont travaillé les parfums. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des tests d'efficacité dans un cadre clinique, on en fait régulièrement chez Cosme Bio, on se rend compte que la perception qu'a le consommateur d'un cosmétique bio par rapport à un cosmétique conventionnel, même si on prend le leader de la catégorie, en fait, elle est équivalente et même le consommateur a tendance à préférer le cosmétique bio. Donc ça, toutes ces infos, vous les trouvez sur notre site internet, cosmebio.org. Donc maintenant, il y a aussi un enjeu au niveau de la distribution. C'est d'animer justement ce rayon hygiène beauté. Pour cela, tous les ans, on organise la semaine de la cosmétique bio. Donc on compte sur vous, les marques, les distributeurs, pour relayer. Voilà, donc en 2024, c'était du 7 au 13 avril. Voilà, on a mis en place de la PLV pour les magasins. On a travaillé avec une présentatrice d'Ushuaïa TV qui s'appelle Fanny Agostini. On travaille aussi en partenariat avec des distributeurs sur le site internet. On a des partenariats avec les influenceurs, et il y a une campagne aussi de communication sur les réseaux. Ensuite, dans le point de vente, tu veux en parler ? Alors, dans le point de vente, ce qu'on avait vu lors de notre assemblée générale avec plusieurs chaînes de distribution, c'est que par rapport à la signalétique PLV, par exemple, il fallait plutôt mettre en place des signalétiques PLV qui ne sont pas sur votre marque et simplement le logo de la marque, mais plus sur des informations instructives sur les produits. C'est-à-dire, si vous mettez un stop rayon, expliquez pourquoi le consommateur doit acheter le produit avec 2 ou 3 phrases simples, plutôt que simplement mettre un logo de votre marque en mettant nouveau le logo. Aujourd'hui, dans les magasins, il y a très peu de temps quand même qui est destiné au conseil. Et plus vous arriverez à faire passer de l'information qui permet de tout de suite attirer le consommateur et guider l'achat, plus c'est important. Voilà.
Voilà les données qu'on vous présente. Bon, c'est une étude qui date un peu. On a interrogé les consommateurs en magasin spécialisé bio pour savoir s'ils avaient besoin de conseils. Et en effet, bon, il y a un consommateur sur deux qui a besoin de conseils pour choisir ses cosmétiques, alors que pour l'alimentaire, c'est seulement un quart des consommateurs. C'est plus facile de choisir un steak qu'une crème de jour. Voilà, autre besoin en magasin, c'est vraiment de travailler l'attractivité, le merchandising du rayon, donc identifier le rayon cosmétique, jouer sur les effets de gamme pour avoir justement un rayon réellement attractif lorsqu'on est un magasin bio et bien différencier justement le non alimentaire du rayon alimentaire. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Tu veux faire un dernier commentaire supplémentaire. Donc, on a vu tout à l'heure sur la GSA que la cosmétique était un peu plus en retard que l'alimentaire. Là, bon, vous l'avez sûrement peut-être entendu dans d'autres conférences. Le point positif, c'est que sur le premier semestre de cette année, on est en positif sur l'alimentaire en distribution spécialisée. Donc, quels que soient les réseaux spécialisés, on est revenu à du positif. Donc ça, c'est très bien. Et je suis persuadé que de toute façon, la première motivation du consommateur aujourd'hui d'aller en magasin bio, c'est l'alimentaire. Ce qui veut dire que derrière, à partir du moment où le trafic revient et les habitudes d'achat reviennent, bah, ça va être beaucoup plus facile pour redémarrer et reprendre la croissance sur la cosmétique bio ou les compléments alimentaires en magasin bio. Avez-vous des questions ? Ne vous battez pas. On a été super clair. Tu as une question, Nicolas ? Non. Je sais pas, vous en pensez quoi, les distributeurs qui sont dans la salle vous voulez réagir à notre présentation ? Est-ce que les orientations qu'on propose, elles vous semblent, elles correspondent à ce que vous envisagez, à votre stratégie, ou on est un petit peu à côté de la plaque ? Alors, sur la cosmétique bio, après en général, moi je vous invite aussi, que ce soit les distributeurs ou les adhérents ou même les amoureux de la cosmétique bio, à bien relayer aussi nos informations et les campagnes de communication, parce qu'il y a un gros travail d'éducation de toute façon à faire sur nos consommateurs. Aujourd'hui, on a vu la part de marché du bio, c'est entre 5 et 7%. On a encore 93% du marché à conquérir, ce qui veut dire qu'on a un long chemin. Et ce chemin, il passe par l'éducation du consommateur et pourquoi je vais consommer un cosmétique bio. On avait fait une étude au sein de la Maison de la Bio sur l'attitude du consommateur par rapport aux pesticides. Et quand on demande aux consommateurs est-ce que les pesticides, vous êtes concernés par les pesticides, ils répondent à 83% oui, des consommateurs lambda qui ne sont pas intéressés par la bio. Et aujourd'hui, par exemple, un des avantages mais basiques de la cosmétique bio, c'est une cosmétique sans pesticides. Et souvent, le consommateur, finalement, il fait très peu le lien entre cosmétique bio, c'est un label, et je n'ai pas de pesticides dans mes produits, ce qui veut dire que, on a utilisé des ingrédients végétaux qui n'étaient pas cultivés avec les pesticides, donc c'est mieux pour les agriculteurs qui les cultivent, c'est mieux pour le respect de la nappe phréatique, et à la fin, c'est mieux pour l'ingrédient qui est dans mon cosmétique parce que je n'ai pas de pesticides. Et ça, c'est aussi des messages sur lesquels il faut revenir, parce qu'on a une distorsion entre 83% des consommateurs qui se sentent concernés par l'usage des pesticides et qui ne veulent pas de pesticides, et après l'acte d'achat qui est un peu différent. Oui. Oui, c'est juste une question en économie. Vous n'avez pas parlé de la différence de prix qui pourrait expliquer les blocages qu'il y a par rapport au bio. Est-ce que ça coûte plus cher d'acheter des cosmétiques en... Alors aujourd'hui, à positionnement marque équivalent, ça n'est pas plus cher d'acheter un cosmétique certifié bio qu'un cosmétique traditionnel. Si on reprend les chiffres de la pharmacie tout à l'heure, conventionnel volume par rapport à bio volume, et vous faites un ratio, je prends le chiffre d'affaires, je le divise par le nombre d'unités, on arrive à une valeur moyenne d'un produit cosmétique bio à 9,80 € en pharma et une valeur à 11 € en pharmacie. Donc en moyenne, alors ça n'est qu'une moyenne, en moyenne la bio pourrait être moins chère. Après par contre ce qui se passe c'est que la bio est beaucoup moins présente sur certains segments. L'ultra-luxe par exemple, il y a très peu de cosmétiques bio. On a Patika qui est une cosmétique haut de gamme, mais l'ultra-luxe comme du Filorga, où vous êtes à 100 € la boîte, 150 € la boîte en cosmétique bio, ça n'existe pas. Et l'ultra low cost,
on est aussi très peu présent. Donc sur le segment du milieu de gamme, du haut de gamme, on est présent, et sur ces segments-là, on arrive aujourd'hui à avoir des offres qui sont à la fois aussi efficaces, à la fois aussi agréables et au même prix. Et on a même des exemples de marques qui sont moins chères que des marques conventionnelles à qualité et à unité de besoin comparable. Donc l'impact prix, c'est aussi une perception du consommateur. Hein, c'est-à-dire, enfin, moi je vous donne un exemple. J'achetais du lait d'amande bio en supermarché. Puis un jour, il n'y en avait plus. Je suis allé dans mon magasin bio à côté et là, je me suis rendu compte que le lait d'amande, il était moins cher. Mais pour moi, je me suis dit, et c'était moins cher, c'était de 25% moins cher. Hein. Donc le consommateur, enfin je suis un consommateur et tout le monde est consommateur, ont la perception que ça va être plus cher, mais dans les faits, à positionnement identique, à positionnement de marque identique, c'est pas plus cher. Autre question ? Bonjour, j'avais juste une question sur le chiffre que vous aviez donné sur le logo de la certification bio et son intérêt pour les consommateurs. Quel était le panel ? Qu'est-ce qu'on peut... voilà, si maintenant je suis consultante pour des marques de cosmétiques, comment est-ce que je peux leur vendre que le label Cosmé Bio va être justement un vrai point fort pour ces marques-là ? Donc ça, c'était une étude trade-off sur un panel de 1500 consommateurs représentatifs de la population française. Et donc, en fait, on leur a demandé, on leur a présenté plusieurs packs avec plusieurs combinaisons de logos aussi. Et on leur demandait à chaque fois le pack qui était privilégié pour l'achat. En gros, il y avait 4 informations par pack qui étaient croisées à chaque fois. Donc il y avait par exemple des allégations sans parfum, sans parabènes, etc. Il y avait l'origine, on a testé les origines. Est-ce que l'origine régionale apporte plus que le Made in Europe? Alors je peux déjà vous dire que le Made in Europe, il ne faut pas le mettre. Hein, c'est une cata. Votre origine régionale, mettez-la en avant. C'est un booster de vente. Et justement, sans mettre un logo, le choix entre un logo et un deuxième, c'était vraiment des packaging où tout était brouillé et après il y a un choix statistique. C'est-à-dire on demandait aux consommateurs, est-ce qu'entre ce produit de gauche et ce produit de droite, vous achetez plutôt celui-là ou l'autre? Et après, sur tous les choix qui ont été faits, on arrive par des données statistiques à revoir quel est le poids de chacun des allégations, des mentions d'un packaging et le poids d'un logo par rapport à ceux qui n'ont pas le même logo. Donc on est vraiment sur un booster. Comme le pourcentage d'origine naturelle aujourd'hui est un booster, donc le pourcentage d'origine naturelle, le logo bio, un ingrédient bio fortement dosé dans le produit et l'origine française régionale, c'est ce qui donne aussi le côté sympa et humain d'une marque. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. Oui. Je me posais la question, quel argumentaire mettre en avant pour faire adhérer une entreprise à Cosmé Bio? Qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait intérêt à rejoindre Oui. Non, vas-y. Le premier argument, c'est le logo. En fait, adhérer à Cosmé Bio, c'est obtenir l'autorisation d'utiliser le logo Cosmé Bio sur les produits qui sont certifiés selon le référentiel Cosmos. Donc on le voit, ce logo il amène une vraie préférence. C'est le logo qui bénéficie de la plus forte notoriété sur le marché français. Ensuite, c'est rejoindre un collectif, donc un collectif qui se bat pour défendre ses valeurs. Donc il y a du lobbying qui est fait, et puis à travers, par exemple, les campagnes de communication, mais sur la question des PFAS, par exemple, les polluants éternels, on a été auditionné aussi à l'Assemblée nationale. Et puis, le troisième type de service qu'on propose, justement, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur développement à travers une offre de formation qui peut être prise en charge par les OPCO, des webinars, des rencontres avec des réseaux de distribution, des conférences sur les ingrédients, l'assemblée générale du réseau, des rencontres adhérents aussi en région, et j'en passe, du conseil technique, des partenariats de communication, une journée presse, voilà un ensemble de services
qu'on développe petit à petit. Hein. On reste une petite association avec 8 permanents, mais en tout cas, voilà ce type de service qu'on propose aux adhérents pour une adhésion, pour une entreprise qui fait, ça fait un peu commerçant, mais pour une entreprise qui fait moins de 250 000 euros, une adhésion à 383 € hors taxe par an. Voilà. Je répondrai à 2 niveaux. Sur des jeunes entreprises qui vont se lancer, c'est vrai que c'est tout de suite être dans un environnement favorable et pouvoir poser des questions et certainement, quelquefois, éviter des erreurs qu'on ferait si on est tout seul. Donc là, c'est vraiment important pour des jeunes pousses de venir nous rejoindre parce que ça va leur éviter de faire des erreurs. Ils peuvent aussi demander conseil certaines fois à toute l'équipe opérationnelle. Et après, il ne faut pas croire que le logo aujourd'hui, c'est magique. L'époque du logo bio sur un pack, et on arrivait en disant c'est bio, c'est super, vous l'achetez, c'est terminé ça n'existe plus. Donc il faut revenir sur les valeurs de base de la cosmétique, c'est-à-dire c'est un produit qui est plaisir, c'est un produit qui est efficace, c'est un produit qui est agréable, et à la fin il est écologique. Moi je pars du principe que le consommateur, pour le faire passer à une demande écologique, il faut vraiment que déjà le produit lui plaise, que le produit corresponde à son besoin. Et à la fin, il est encore rassuré parce qu'il dit, et en plus, je fais du bien à ma santé, je fais du bien à la planète. Et ça, c'est aussi ça, ou même sur les grandes entreprises, elles doivent se positionner là-dessus. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes entreprises, le bio, elles pourraient y aller, mais elles se disent, oui, mais on a quand même des contraintes de développement, des contraintes de parfum, etc. Ça demande plus de travail. Hein. Enfin, je sais que sur toutes les équipes de dev, trouver un parfum bio qui correspond aux standards de la cosmétique conventionnelle, on y arrive, mais c'est compliqué, ça coûte un peu plus cher sur les parfums. Mais c'est aussi un engagement sur le long terme pour la santé du consommateur. Et ça, c'est un axe qui est vraiment important à mon avis aussi. Une autre question ? On va être presque dans le timing. Ok, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, nous sommes juste derrière au village des institutionnels. Il y a un stand Cosme Bio, donc n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe. Pour les personnes qui sont adhérentes, venir nous dire bonjour. Et pour celles qui ne le sont pas, venir aussi pour vous renseigner, pour venir avec nous renforcer le nombre d'adhérents et la communication qu'on peut faire sur les cosmétiques bio. Merci à tous et Merci bon beaucoup. salon.